Salut à tous et bienvenue dans un nouveau podcast. On est avec Vincent, le PDG de One Experience. On est ravi de t'avoir parmi nous. Ravi Morgane. On est ravi d'être dans ces lieux, c'est génial. Ouais, C'est super grand, c'est beau. Donc aujourd'hui, comme d'habitude, on va présenter son parcours. On va attaquer 2-3 sujets autour de la communication pour croître et surtout parler de leadership aussi vers la fin. Ouais, ceux qui aiment la communication, le marketing et comment entreprendre efficacement, restez jusqu'au bout parce qu'il y aura des pépites et j'en suis sûr. Donc est-ce que Vincent, tu peux te présenter, parler de ton parcours, aller dans les détails et nous expliquer qui es-tu? Ok, je commence à partir de où? Du moment où tu trouves le plus intéressant, peut-être à partir de ton parcours entrepreneurial. Ok. Alors je vais commencer un petit peu avant le parcours entrepreneurial parce qu'en fait ça explique un peu le cheminement. Donc j'ai fait des études scientifiques en biologie. Je suis vite rendu compte que j'avais besoin de relationnel et d'aller plus loin et j'étais pas destiné à être prof entre guillemets ou chercheur. Donc j'ai basculé chez Kedge au niveau école de commerce pour avoir de la double compétence. Parce que j'ai toujours été intéressé par comprendre les choses. Donc la bio, c'est vraiment une matière transverse. Et donc voilà, donc je pars de ce cheminement-là, je fais l'école de commerce, je me dis je vais partir dans l'industrie pharmaceutique par rapport à ma formation d'origine, mais je me dis c'est trop facile, entre guillemets, je vais tester d'autres choses. Donc j'ai testé dans la grande distrie, ça m'a pas plu, j'ai testé à l'époque ce qu'on appelait l'informatique télécom, les NTIC, maintenant on parle de digital. Et là, ça m'a plu. Et là, je me suis dit, bon, sois intelligent, la bio, tout ça, l'école de commerce, c'est toujours quelque chose que tu auras, donc teste là-dedans. Donc j'ai testé là-dedans au niveau de mes alternances, en tout cas les dernières. Et puis, quand je suis sorti, c'est ce que j'ai fait donc au niveau digital. Donc c'était tout ce qui était... on va dire Internet mobile, donc le WAP, donc ça commence à être vieux, les vieux téléphones connectés qui allaient à la vitesse du Minitel pour ceux qui ont connu le Minitel. Donc ça commence à dater et jusqu'à la 4G, la 5G. Entre deux, je suis passé chez un opérateur télécom, Bouygues Télécom, où je manageais, on va dire toute la partie data et notamment cette évolution vers la 2G, la 3G et la 4G. Et puis j'ai commencé à gérer des distributeurs dédiés aux entreprises. À partir de ce moment-là, je me suis rendu compte que j'avais envie de maîtriser, de piloter. Et comme je ne trouvais pas d'opportunité intéressante, je me suis dit, allez, lançons-nous. Donc j'ai fait une première entreprise dans les télécoms et l'informatique. Je me suis associé rapidement parce qu'à l'arrivée de Free, un partenaire et un associé qui était plus dans la téléphonie fixe, parce qu'en fait la téléphonie mobile, on est un peu passé de forfait à 100 € à 25 € en moins de 3 mois, donc les business plans ont complètement changé. Donc c'était vraiment sur de la productivité et autres, donc ça m'a plu. Et puis après, comme toute entreprise et notamment en association, c'est pas toujours évident. Donc voilà, donc on s'est séparés, pas forcément de manière idéale, mais c'est un peu comme dans tout, on choisit des fois comment on se marie, mais on choisit pas forcément comment se passent les divorces. Donc voilà, donc après j'ai décidé de voir ce que je pouvais faire. J'ai fait une mission pour un opérateur télécom sur la partie com et tout. Pac One en l'occurrence sur Aix. Et puis on a commencé à me solliciter parce que j'étais engagé aussi au groupement des entreprises du Pays d'Aix à Aix, où j'étais vice-président, gérais la partie événementielle et autres, à me dire est-ce que Vincent tu peux pas nous aider, notamment la French Tech à l'époque, sur un salon, on prépare un lieu. Aujourd'hui on est à la coque qui était juste une coque de béton vide. Okay. Donc et moi je me destinais à accompagner aussi la transformation digitale. C'était hyper important de créer de la productivité et pas avoir juste un raisonnement de centre de coût. Okay. Donc c'est parti un peu là-dedans. Et puis au final la structure que j'ai créée, on parle là de 2016. C'est ça, 2015-2016. En fait, clairement, la French Tech m'a sollicité pour adapter ce lieu-là à de l'événementiel. Et à partir de ce moment-là, j'ai travaillé et accompagné la French Tech. Et puis est arrivé le temps où on nous a sollicité en nous disant ce serait bien de répondre à l'appel d'offres parce qu'on trouve pas d'entreprise. En tout cas, on en trouve qui savent gérer des lieux, on en trouve qui comprennent le digital. Mais qui comprennent les deux mondes, pas forcément, on ne trouve pas quoi. Ok. Et ça, c'était en quelle année à peu près ça?
Ça, c'est 2017, parce que le marché, s'est ouvert avant l'été 2017, qu'on a remporté, et on a récupéré les clés de la coque le 26 septembre 2017, et on avait notre premier événement le 27 septembre. Ah ouais. Voilà. Bon, c'est toujours une histoire de travaux. Normalement, on aurait dû récupérer début septembre, mais les travaux arrivent jamais juste à temps. Mais voilà, ça remonte à toute cette époque-là. Donc j'ai connu, on va dire, le monde des télécoms, de l'informatique, des aspects commerciaux, marketing, communication, et puis mon engagement aussi dans les réseaux d'entreprise, où là-dessus, voilà, on s'engage pour d'autres entreprises, pour nos pairs, sans vouloir vendre ses prestations, quoi. Ok, d'accord. Et donc la coque fait partie d'un groupement de lieux du coup aujourd'hui là, c'est ça? Voilà, alors on va dire que la coque, on a créé une structure à l'époque pour la coque dédiée, début septembre 2017. On va dire cette entité, on a continué à gérer que la coque, mais en étant quand même sollicité aux extérieurs jusqu'à début 2022, mais on a commencé à avoir des discussions sur d'autres lieux à partir de 2019. Bon, il y a eu la crise du Covid, donc ça a un peu ralenti les discussions et les échanges. Du coup, tu l'as vécu comment toi, en tant que lieu événementiel? Ça a beaucoup impacté le Covid On va dire que tous les lieux ont été hyper impactés. C'est-à-dire que la moyenne du chiffre d'affaires entre 2019 et 2020, il y avait une baisse de 75%, on va dire. Donc c'était énorme. Nous, on a eu la chance, grâce à la vidéo, parce qu'on avait les équipements et autres, de faire quand même 57% de notre chiffre d'affaires 2019. Donc on a quand même réussi à bien s'en sortir, à faire des plateaux TV, des petits webinaires et autres, voilà, et à être toujours dans cette sensibilisation aux usages, mais énormément sur la partie vidéo. Donc voilà, et à partir de 2022, on a récupéré 2 lieux, un sur Istres et un sur Aix. Donc Istres, au Château des Baumes, mais on a eu, en tout cas, on s'est rendu compte rapidement, au bout d'une dizaine de mois, que en fait c'était très compliqué sur le territoire de Ouest-Provence. Ils ont peu l'habitude de se réunir. Autant la partie coworking, on l'avait bien remplie. Voilà, et on avait beaucoup de mal à s'entendre avec aussi, en tout cas, une partie des équipes de la mairie, en tout cas qui comprenaient pas que ce genre de lieu tiennent sur la privatisation, en fait, la partie innovation. Le chiffre d'affaires n'est pas suffisant pour faire tourner ce genre de lieu, et donc si la privatisation elle n'est pas suffisante, l'équilibre ne tient pas, en fait. En tout cas, si on ne veut pas bénéficier de subventions, et nous c'était l'objectif, c'est pas de tenir des lieux avec des subventions, sinon Ok. c'est intenable. Ah ok, donc vous êtes vraiment... c'est un peu le modèle différent, parce que tout le monde veut faire ça. La plupart du temps, les lieux, c'est subventionné à fond, et vous avez décidé d'être à l'opposé. Si tu prends des associations qui sont subventionnées, ce qui est normal, parce que tu n'arrives pas forcément à créer, et puis tu es dans l'engagement et fournir des services qui ne sont pas très rémunérateurs, sur un lieu, le problème, c'est qu'à partir du moment où tu commences à avoir un budget, si tu coupes ton budget, parce qu'on le sait que les subventions ne sont pas éternelles, ou en tout cas pas au niveau du début, si tu n'arrives pas à trouver un format, et donc en fait, quand tu es en mode subvention, tu es que dans l'action et les accompagnements, mais c'est pas assez rémunérateur. Donc si tu perds tes subventions, et en tout cas sur des gros gaps, tu peux faire couler ton lieu automatiquement. Donc nous, on avait fait le choix de pas, sur tous les lieux, de pas bénéficier de subventions, en tout cas liées à des actions s'il y avait des actions, mais en tout cas de faire que la privatisation serait le socle, en tout cas, qui nous permette de faire tourner au minimum les lieux. Et qu'à côté, ça pouvait nous permettre d'accueillir des événements ou d'organiser des événements sans avoir les impacts financiers de d'habitude quand on organise un événement dans un lieu classique, en fait. Voilà. Et donc on avait récupéré aussi début 2022 le Carrefour de l'innovation à Aix, qu'on a toujours, qu'on arrive à faire tourner. Voilà. Donc aujourd'hui, on tourne sur ces 2 lieux-là, la Coque à Marseille et le Carrefour de l'innovation à Aix. On fait des événements aussi extérieurs ou des sollicitations extérieures, toujours autour des transformations, qu'elles soient digitales, managériales et environnementales. Donc on fait un peu on va dire, d'agence entre guillemets extérieure, ou des team building ou de l'accompagnement. Voilà. Et après, on a lancé pendant le Covid un programme de formation qu'on continue de développer. Mais on va dire qu'aujourd'hui, la formation en France, 7 heures, 14 heures, 1 ou 2 jours, tout le monde ne veut pas le faire. Donc on fait entre deux, des ateliers apprenants ou autres, ou des ateliers
d'accompagnement ou des team building pour mieux appréhender les usages et mieux les intégrer au niveau opérationnel. Ok, donc ça veut dire qu'en formation, là, ceci t'es pas 7-14 heures, tu n'as plus droit, comment ça s'appelle, c'est pas Calliope, c'est Calliope. Voilà, Ouais. en fait, mais les remboursements au co sont bien, mais c'est vrai que la plupart en tout cas les grandes entreprises, ils ont des cycles et c'est assez simple pour eux. En tout cas, ils arrivent à faire tourner. Les structures plus intermédiaires, c'est plus difficile de dire que pendant un jour ou deux, tu vas pas travailler et que tu vas suivre une formation, quoi. Donc, on se rend compte qu'il y a beaucoup d'étapes intermédiaires qui fonctionnent. Donc, on a les formations remboursables, mais aujourd'hui, c'est plus dans le cœur du réacteur, on va dire, qu'on vend des choses, en fait. Moi, je voulais continuer sur ces 2 lieux. Du coup, comment tu arrives à faire vivre comment ça se passe un peu? Quelles sont les équipes? Comment vous gérez tout ça? On est 8 personnes, donc moitié apprentis et moitié salariés. Alors, les apprentis sont des salariés, mais on va dire un peu plus autonomes et un peu plus... donc on est répartis entre Aix et Marseille, en sachant que la majorité des équipes sont quand même à Marseille parce que le gros de l'activité, du fait de l'ancienneté du lieu, aussi qu'il est plus grand. Donc on a au fur et à mesure staffé les équipes. Au démarrage, on était vraiment sur la gestion du lieu. À partir du moment où on est rentré à l'Office du tourisme et donc à la partie congrès B2B de l'Office du tourisme de la métropole, on a commencé à professionnaliser les équipes event avec des chefs de projet, soit apprentis ou salariés. En tout cas, beaucoup plus sur des outils, des partenariats avec les hôtels, avec les prestataires et autres techniques. Donc les équipes en fait sont en gros de 2 types, une partie plus com, parce on communique énormément sur les réseaux sociaux, les newsletters, les sites web. On a lancé une appli aussi pour mieux informer les gens sur les transformations, les transitions, avec des revues de fiches pratiques opérationnelles pour les managers ou les entrepreneurs ou les salariés. Donc voilà, donc on va dire qu'on a une équipe com, une équipe event, mais avec beaucoup de transversalité. On travaille beaucoup en transversalité. Donc chacun peut toucher à l'autre monde aussi et donner aussi apporter sa pierre à l'édifice. Comment on se fait connaître quand on a lieu? Par exemple, si moi demain je veux faire un lieu, comment je réussis? Quelle est ta cible? Nous, c'est vrai que la cible est plutôt B2B, donc c'est pas du tout le même raisonnement. En B2C, il faudrait envoyer de larges communications. En B2B, tu as différents moyens. Évidemment, aujourd'hui, tu peux pas te passer d'un site web, tu peux pas te passer des réseaux sociaux, clairement. Mais après, avoir des sites web et des réseaux sociaux, c'est pas suffisant, faut les animer. Voilà, donc c'est vrai que nous, notre site web est un peu portail. On essaie de mettre en avant des choses qui se passent sur le territoire, les articles de blog, les événements chez nous, mais aussi à l'extérieur. Ça veut dire que tu essayes beaucoup d'être... tu es SEO friendly, donc tu essaies d'avoir des articles qui sont bien référencés par rapport à ça. Comment te dire, dans le B2B, tu n'as pas les mêmes impératif qu'en B2C, c'est-à-dire qu'en B2C, il y a énormément de concurrence sur plein de mots-clés. En B2B, il y en a, mais à partir du moment où tu es récurrent, où tu abordes plusieurs sujets, évidemment, avec les mots-clés et autres, à force, tu remontes et nous, c'est clair qu'on se rend compte que au bout de presque 7 ans, à partir du moment où on met un article avec des sujets qu'on a déjà traités, et si on part d'un nouvel événement où quelqu'un crée un site web, rapidement, nous on est en première page parce que Google voit que c'est des sujets qu'on traite régulièrement, donc c'est pas du nouveau. Mais évidemment, après, tu peux pousser énormément la chose. Donc c'est vrai que là, on a recruté une directrice com marketing qui est un peu plus poussée là-dessus. Alors on n'ira pas forcément sur des mots-clés achetés parce qu'aujourd'hui, en B2B, soit c'est des mots-clés B2C, et de les acheter et être face au B2C, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Ou alors c'est des longs trends vraiment B2B et il vaut mieux les travailler, on va dire manuellement que numériquement avec des mots-clés achetés, quoi. J'ai remarqué un truc, c'est vrai qu'en B2B, au final, la difficulté en SEO est beaucoup plus moindre qu'en B2C. Si tu regardes, à part sur certains mots-clés... Ouais, mais des mots-clés qui sont spécifiques, qui sont souvent les mêmes qu'au B2C. En fait, tu te bases sur des mots-clés où tu peux pas gagner, en fait. Ou alors, oui, jouer comme le B2C, mais tu vas te retrouver des fois face à des concurrents B2C. J'ai reçu un événement, quelqu'un qui fait du mariage. Moi, je fais pas de mariage. S'il y a que des gens qui font du mariage autour, je suis pas sûr que ça m'a apporté grand-chose, à part des sollicitations que j'aurais pas forcément. Et tu penses que pour le B2B, vaut mieux être sur les réseaux sociaux ou sur Google, si on doit faire du 80-20?
Aujourd'hui et durant toute ma carrière, je me suis rendu compte que s'il y avait des recettes miracles, ça se serait et tout le monde les appliquerait. Et si tout le monde les appliquerait, peut-être ça fonctionnerait plus. Non, ce qu'il faut, c'est être présent partout. Et notamment, quand tu as un lieu d'événementiel, c'est déjà d'être présent sur ton lieu. Parce qu'une grande partie de tes futurs clients sont présents pendant les événements que tu reçois. Et pas forcément ton client, mais ça peut être un événement ouvert. Donc il va le découvrir. Ça peut être de la recommandation. La newsletter, tout le monde a dit à un moment, ça marche plus du tout. Nous, on est toujours sur du 20 ou 30% de taux de lecture. Après, il faut essayer de les personnaliser. Et là, nous, c'est le gros chantier de les rendre un peu plus ciblés parce que là, on commence à avoir des newsletters qui sont un peu grandes sur deux mondes. Newsletter, c'est tous les combien que tu envoies? Toutes les semaines. Ah ouais, quand même. Ok. Avec autant d'ouverture, c'est bien. Parce qu'on est beaucoup lié aux événements qui sont chez nous ou aux extérieurs sur lesquels on communique. Et donc, il y a quand même beaucoup d'événements. Donc, en soi, on le fait toutes les semaines. Là, l'objectif, nous, c'est les scinder un peu sur des thématiques pour que chacun choisisse un peu les thématiques qu'ils veulent. Parce que là, c'est vrai que la newsletter, on se rend compte que tout le monde lit pas tout, ce qui est normal. Hein. Et puis, à partir du moment où tu l'as lu, en tout cas partiellement, tu vas pas forcément revenir dessus après, quoi. Donc, on joue sur les réseaux sociaux, les newsletters. Là, ce qu'on va sortir, c'est une appli pour un peu centraliser tout, parce qu'on se rend compte qu'évidemment, et notamment sur les réseaux sociaux, que l'impact est de plus en plus faible. Et notamment sur les pages, finalement, en LinkedIn, ton profil perso fonctionne mieux que tes pages. Mais tu peux pas demander à tous tes collaborateurs de le faire et les obliger à le faire. Tu peux les engager à le faire et s'ils ont envie. Mais voilà, donc on se rend compte que même des gens qui nous suivent, des fois ils voient pas un événement passer ou un truc. Donc là, l'objectif, c'est un peu de centraliser un endroit sur une appli pour que les événements, les infos soient centralisés et puissent y retourner n'importe quoi en fait. Sur la newsletter, quand elle est passée, tu la relis pas. Les articles de blog, tu vas pas aller les rechercher. Et les posts, c'est pareil, tu y retournes pas, quoi. L'appli, l'utilité, c'est vraiment d'être informé de tout ce qui se passe sur... Ouais, c'est un peu d'animer les communautés, en fait. C'est du communautaire par thématique et du multi-communautaire si tu veux être engagé sur toutes les communautés ou en tout cas assister à toutes les informations. C'est un peu de centraliser pour que tu puisses, en mode recherche, mots-clés ou autres, tu puisses, même un article il y a un an, en tout cas plus facilement y accéder que en mode réseaux sociaux, newsletter ou site web, quoi. Même si tu peux le faire, mais on va dire que c'est pas naturel sur ces moyens de com. Donc voilà. Et après on participe à des salons dédiés à l'événementiel ou à l'innovation et notamment avec le congrès de l'Office du tourisme de Marseille et la métropole, on participe à des actions, on voit des agences. On était un mois à Paris, on avait rencontré une bonne cinquantaine d'agences, parce que ça peut être des clients directs ou des agences événementielles qui nous sollicitent. Moi, je remarquais de par ton discours qu'il y avait beaucoup, que vous misiez beaucoup sur l'expérience client. Parce que pour arriver à en faire une appli, c'est-à-dire que l'expérience client, est, même à sa sortie, c'est-à-dire du début, du pendant et à la sortie, il a tout un parcours qui est suivi. Et ça, je trouve ça génial. Mais moi, je voulais savoir comment se passait tout ton déroulé. C'est-à-dire de l'acquisition du client à l'entrée, à l'accueil, à la prestation et à la fin. Comment tu vois les choses? Alors aujourd'hui, oui, l'expérience client, c'est un peu ce qu'on vise. En tout cas, se dire qu'aujourd'hui, on est un lieu d'événementiel, on est un lieu d'innovation, donc qu'on reçoive des gens, qu'on réponde à des devis ou à des demandes, ou qu'on les accompagne sur la partie innov et autres, c'est le minimum, on va dire, à faire, que tout le monde doit faire. Après, au-delà, tu as un parcours, effectivement, sur du parcours client, c'est comment réceptionner les emails, les coups de téléphone, pouvoir répondre rapidement, fournir les infos qui vont bien. Donc nous, on a fait beaucoup de choses digitaux pour éviter les catalogues et autres à envoyer pour que ça soit hyper accessible, même si tout le monde n'y accède pas, mais on les réoriente. L'objectif, c'est un peu d'être très dans la convivialité et pas que dans le côté pro aseptisé, ce qu'on a souvent dans beaucoup de monde B2B. Il faut toujours être convivial et ouvert. Et après, l'expérience, c'est essayer d'aller chercher en tout cas des prestations ou des éléments que ton client ne te demande pas forcément automatiquement. Juste un exemple simple. Hier, on avait l'APEC sur une journée, pour la journée des droits des femmes. Donc il y avait le matin des ateliers. Donc ils avaient préparé on va dire des papiers pour poser au scotch sur les salles et tout. Nous on a des petits panneaux d'indication. Là quand tu arrives, tu pourrais te dire bon, ils ont fait le truc. Bon,
bah, tu les laisses faire. Mais tu trouves ça un peu cheap. T'es là pour te dire aux femmes, voilà ce qu'il faut faire pour mieux être employé et autres, en tout cas pour repartir ou faire une reconversion. Donc là, bah voilà, on a pris le truc, on leur a demandé les éléments graphiques, on les a modifiés, on les a réimprimés et on les a mis dans les petits panneaux d'information. C'est pas grand chose, mais voilà, ça donne un côté un petit peu plus pro à l'événement. Et bah, c'est une expérience, c'est-à-dire que tu vas au-delà du besoin premier parce qu'ils t'ont rien demandé, ils auraient pu fonctionner sans. Mais après, ils étaient contents aussi. Dans les vidéos qu'ils ont faites, ils prenaient le panneau. Donc ça, voilà, ça professionnalise un petit peu. C'est plein de petites choses comme ça. Aujourd'hui, j'ai pas un parcours client vraiment totalement identifié à l'instant T de A à Z. À ce moment-là, on fait autre. Mais on essaye, voilà, de proposer le plus de choses possible. On a créé par exemple, bah, tu vois, pour les chefs de projet, des emails dédiés, type. Comme ça, ils peuvent partir de ces emails de première demande jusqu'à la relance client facture pour gagner du temps et puis leur permettre aussi d'apporter leur petite pierre parce que quand tu dois réécrire à chaque fois, mais quand tu as un socle, bah, ça te permet d'aller plus vite puis d'apporter aussi ton originalité par rapport à ta façon de t'exprimer, quoi. Pourquoi tu accordes autant d'importance à la personnalisation? Puisque on pourrait se dire, en tout cas nous, par exemple, on est vraiment dans la masse. C'est-à-dire, là, on est dans une stratégie de masse où on fait beaucoup, on ne personnalise pas vraiment. Et toi, j'ai remarqué que tu étais vraiment dans la personnalisation et je voulais savoir pourquoi. La masse, il y en a partout. En fait, aujourd'hui, on est arrivé, et on le voit avec l'impact des réseaux sociaux, on est arrivé dans un monde où il y a trop d'informations. Et ce qui est compliqué, c'est de trouver la bonne information. Et comment se différencier dans des secteurs d'activité où on fait tous à peu près la même chose? À un moment donné, il faut se différencier par des éléments, comme dans une relation humaine. C'est-à-dire, moi, quand je vois dans les écoles, on apprend à mettre en avant les valeurs, la raison d'être et tout. Ok, mais c'est comme dans la vie perso. Tu dis pas à ta future femme, je suis le plus beau, le plus intelligent, donc sors avec moi, quoi. Bah, c'est un peu pareil dans l'entreprise, il faut l'incarner. Et donc l'incarner, c'est dans l'expérience, dans les échanges que tu as avec tes collaborateurs, avec tes clients. Et en l'incarnant, c'est vrai. Et si c'est vrai, ça a plus d'impact d'avoir une belle plaquette où tu as les 5 valeurs de l'entreprise qui sont pas forcément portées par tout le monde. Ok. Et tu penses qu'on peut faire une stratégie de masse personnalisée, c'est-à-dire qu'on personnalise notre message, mais on l'envoie quand même à la masse pour que ça puisse... Alors oui, alors si on devait raisonner, et si on parlait, on va dire marketing, on parlait d'outbound et autres marketing, mais c'est on va dire une pratique qui quasiment personne ne fait parce qu'elle est trop complexe, en tout cas si tu as du multiservice. Mais par contre, c'est un petit peu ça, c'est-à-dire que mass market, oui, tu dois toucher, c'est-à-dire que tu dois avoir des éléments qui te permettent de toucher de manière large. Mais tu peux y apporter un peu de personnalisation, c'est-à-dire par exemple, moi je donne l'exemple souvent aux équipes quand on parle de nos lieux et de nos espaces. On pourrait juste dire, voilà, une salle de 250 mètres carrés, on met les chaises, elle est vide, voilà, on peut faire plein de choses dedans. Ok, mais c'est un peu aseptisé, et puis au bout d'un moment, tu fais toujours la même com. Au pire, tu changes la configuration, mais ça embarque pas les gens. Et donc nous, par exemple, on préfère communiquer sur un événement qui a eu lieu chez nous, en disant il y a eu 250 personnes en format, on va faire un retour sur image, mais tu vas plus te projeter parce que tu vois qu'une entreprise ou une association est venue faire un même type d'événement que tu voudrais faire toi. Voilà, donc tu peux faire du mass market, mais en y apportant une petite différenciation de ce que font traditionnellement les lieux, c'est-à-dire montrer des salles vides. Ok, parce que t'es concurrent, si on peut appeler ça comme ça. Est-ce que déjà tu en as ici dans la région? Oui, on a des concurrents, alors directs, peu, parce qu'en fait, des gens qui font de l'événementiel et de l'innovation, à part Vocamp à Aix en Provence, on va dire qu'on est peu à faire les deux aspects, même s'ils commencent à avoir l'épopée ou le cloître aussi, mais c'est sur des sujets associatifs d'inclusion, donc plus orientés. Nous, on est très transverse, même si Vocamp aussi est plutôt transverse et qu'à l'origine on était plutôt digital. On n'est pas forcément autant anglais que ne sont l'épopée ou le cloître, mais même si eux commencent à s'ouvrir sur tous ces sujets-là aussi.
Donc on va dire qu'on a très peu de lieux vraiment très concurrents. Mais par contre, quand tu as une salle de 250 mètres carrés, les gens vont raisonner par rapport à une autre salle de 250 mètres carrés. Donc tu peux potentiellement être concurrent en direct. Après, nous, c'est vrai qu'entre le contenu et les équipements qu'on met, nos confrères en face, s'ils veulent faire la même chose, ils vont se retrouver à des tarifs beaucoup plus hauts que nous. Ok. C'est ça aussi. Mais comment ça se fait? Qu'est-ce qui t'a permis de... Ok, d'accord. Ouais. C'est-à-dire que si tu veux faire de la sensibilisation aux usages et que tu veux que ton lieu soit utilisé en utilisant les technos ou le contenu, il faut que tu sois plus accessible financièrement, si tu veux le faire régulièrement. Et donc voilà, nous on a fait un choix d'un positionnement moins cher que le marché pour que les usages, si on prend l'exemple aujourd'hui, tu fais une vidéo. Nous, pendant le Covid, on a fait beaucoup de vidéos, mais on avait les équipements avant le Covid qui fonctionnaient pas beaucoup parce que les gens savaient pas trop ce que c'était. Mais là, au final, on a continué avec certains, et en fait, la vidéo, là, nous, on n'est pas là pour concurrencer les boîtes de prod. En fait, on est plus là pour apporter des petits services en hybridation sur un événement ou en petit plateau, mais avec des gens qui n'ont pas forcément, qui savent pas ce que ça coûte, ou en tout cas, quand ils en entendent parler, ils trouvent ça cher parce qu'ils ne savent pas ce que ça peut leur apporter. Et donc nous, on va dire, on est une phase intermédiaire où on leur permet de toucher un peu à tout ça, à des tarifs plus accessibles, pour qu'après, derrière, quand ils commencent à maîtriser et à comprendre les choses, et à savoir ce que ça a véritablement comme coût, et de passer dans des boîtes de prod qui vont eux-mêmes travailler dans la durée avec eux, mais en tout cas à des coûts qui sont en tout cas naturellement normal pour faire vivre une entreprise. Nous, comme on vend une partie de la salle, une partie une prestation, au final, et comme tu as du volume, en fait, tu arrives à rentabiliser beaucoup plus rapidement que si tu fais que la partie prod. Tu vois, ça fait beaucoup écho ce que tu racontes. Nous, on a mis un peu sur ce même genre de prestations. Évidemment, on n'est pas dans l'événementiel, mais tu vois, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on accompagne des boîtes pour croître sur les réseaux sociaux et croître leur chiffre d'affaires, leur croissance, tout ce qu'il faut. Et on a décidé, parce qu'on aurait pu faire que de la strat, que de la prod ou que du community management, que ceci, on a essayé de faire vraiment un service assez 360 où il y a tout un accompagnement dans tout ce qu'on fait et que c'est nous qui maîtrisons chaque élément. Et on s'est rendu compte que au début, il y en a certains, comme tu dis, ils se rendent pas compte du prix, ils te disent c'est un peu cher pour ce que vous faites, tout ça. Et après, au bout d'un moment, ils sont matures sur leurs demandes, ils commencent à comprendre à quel point la communication peut avoir un impact sur leur entreprise, et on se rend compte que ces gens-là, ils sont hyper fidèles par la suite. Et ils grossissent avec toi, et au final, tes prestations augmentent, ils reviennent de plus en plus. Après, nous, c'est des packs mensualisés, donc on a facilement ce revenu chaque mois et cette accroche. Mais on a remarqué aussi, parce qu'on a créé un nouveau concept qui est les snack contents, ce qui fait beaucoup à Paris aussi, mais c'est des vidéos où on fait des packs de vidéos maintenant comme produit d'appel, et on a remarqué ça donne envie aux gens de rebosser avec nous à chaque fois, parce qu'on arrive à maintenir des prix, notamment grâce aux IA, tout ça, souvent on parle de ça, qui nous permet de maintenir des prix assez bas. Et au final, les gens se rendent compte qu'ils rentrent dans une expérience, se dire ok, ça m'a apporté, j'ai eu un impact sur ça, et ça a été un prix hyper raisonnable, parce que nos concurrents, ils sont quoi? Ils sont à 1500, 2000, la même chose qu'on propose nous, à entre 800 et 1000 euros à peu près. Et donc au final, Hiro travaille avec nous, ils nous commandent des vidéos chaque mois, et au final, ils disent ce serait cool que tu t'occupes de notre com en général. Et comme tu as dit, au début, tu as juste, nous limite la vidéo, c'est comme le lieu, et après derrière, c'est tous les accompagnements autour, et c'est là où tu es hyper rentable au final, quoi. Oui, après, voilà, nous, on est vraiment un lieu où tu vas commencer à toucher un peu. Et si vraiment tu veux aller plus loin, que ce soit dans l'accompagnement ou de la production, voilà, on met en contact avec des experts ou ils trouvent un expert et ils vont vraiment aller dans on va dire dans des coûts traditionnels. Donc ça, c'est hyper important. Donc nous, on est là dans la mise en contact, dans la sensibilisation et créer de la récurrence, et pour que les entreprises puissent avoir des équipements, en tout cas qui commencent à maîtriser et qui peuvent intégrer directement aussi, hein. Parce que pendant le Covid, on a eu beaucoup d'entreprises qui avaient commencé à faire des webinaires chacun de leur côté, parce qu'on ne pouvait pas bouger pendant un moment aussi, qui sont venus ici faire des petits plateaux de webinaires, et qui, au fur et à mesure, ont vu que finalement, les équipements, c'était pas non plus un truc de ouf, que quand on savait la plateforme qu'on pouvait utiliser, la caméra, le micro, qui pouvait, pour ceux qui avaient envie en tout cas de le faire, c'était réalisable et c'était pas non plus très très cher. Donc voilà, donc ça permet aussi de trouver des orientations, et c'est un peu ça notre rôle, c'est vraiment d'être un rôle intermédiaire et donc créer des moments d'expérience, voilà, avec des experts, avec des éléments, et de les accompagner vraiment dans un rôle de conseil, clairement, ou en tout cas leur proposer d'aller un petit peu plus loin
Notamment, on a beaucoup de descendants dans les événements. Nous, on a pris des outils qui permettent de créer de l'interactivité et que son PowerPoint ne soit pas que du descendant, que la question, on lève le doigt, on passe par le micro. On utilise des outils digitaux qui te permettent de créer de l'interactivité tout au long de la présentation, créer des moments entre les slides et qui va faire que ta salle, elle va être beaucoup plus interactive avec toi et moins dans l'écoute, voire dans la sieste sur la chaise, quoi. Ok. Moi, je voulais savoir, qu'est-ce que ça leur apporte pragmatiquement, ce que tu proposes en termes de vidéo? Nous, aujourd'hui, ça s'est rarifié en termes de plateau TV parce que déjà, il y a plein de gens qui ont arrêté de faire des plateaux TV. Même si là, on reçoit la semaine prochaine Open Classroom, donc qui fait de la formation, qui a l'habitude de faire leurs séminaires en vidéo, ils sont éparpillés un peu partout en France, qu'ils font d'habitude à Paris. Et là, ils ont voulu changer, donc on avait fait un petit événement de formation à Aix. Et là, ils savaient qu'on faisait de la vidéo, donc voilà. Donc là, on va faire avec un réal, parce que là, en multicaméra, moi, je m'amuse pas. Autant mettre des équipements, faire du monocaméra, tout ça, ça va. Mais et donc là, en fait, on mixe de l'hybridation. En fait, tu as du public, tu as 50 personnes et un plateau TV. Donc ça, tu peux pas faire dans un studio de prod normal. Donc, dans ce côté-là, on continue, mais nous, dans la vidéo aujourd'hui, c'est plus le côté hybride, c'est-à-dire quelqu'un qui fait une formation, le formateur à distance ou un intervenant à distance, ou alors il y a une partie des équipes à distance, une partie des équipes sur place. Voilà, on est plug and play au niveau des équipements, donc ça qui arrive par moment même où les gens ne savent pas, ils nous disent « ouais, on va faire finalement un petit webinaire, ça vous dérange pas ?» Non, mais vous êtes 40, donc la personne en face, elle va pas vous entendre si on vous met pas des micros. Donc c'est vrai, on a les équipements qui nous permettent en 5 minutes de le faire dans n'importe quel lieu. Quelqu'un qui te dit ça, il dit débrouillez-vous, et tu as le PC avec la caméra du PC, le micro du PC. Donc autant dire ça marche pas, quoi. Donc voilà, donc c'est dans ce sens-là, c'est le côté interactivité avec la vidéo moins que la production vidéo aujourd'hui. Voilà, on travaille plus en partenariat sur des productions vidéo, mais voilà, sur plein de petits formats. Voilà, on fait des choses, notamment avec Pure Océan. Ils ont toujours des programmes scientifiques et une présentation mono-caméra. Bon, on leur offre, voilà, on met la caméra, l'enregistrement avec le micro, voilà, on leur offre en échange de notre aide à la fondation. Voilà. Mais nous, notre rôle, c'est plutôt de mettre en place les outils qui vont permettre d'avoir des usages et d'aller plus loin après derrière, quoi. Voilà, c'est pas encore une fois de remplacer des boîtes de prod. En vrai, en fait, quand on regarde bien, c'est que tu facilites la vie de tes clients, quoi. Ils ont une idée, ils veulent faire plein de choses, et tu dis ok, faut mettre juste ça là, et ça change tout parce que c'est qu'on se retrouve à imaginer des événements, à faire des choses, mais au final, on se rend compte qu'au niveau moins technique, on n'y arrive jamais parce qu'il manque ceci, il manque cela, donc tu fais vraiment le lien sur ça. Et je trouve ça, c'est ça qui fait la différence, quoi. C'est ça la personnalisation, comme tu parlais, quoi, et qui est hyper important. En tout cas, sur la partie technique, c'est ce qu'on essaie. Après, c'est d'amener beaucoup de convivialité aussi, voilà, d'être présent et d'apporter des idées. Ça fait longtemps, on a vu ton parcours, on a vu aussi en amont qu'on faisait les scripts. Ça fait très longtemps que tu es dans l'entrepreneuriat et tu as eu aussi une bonne partie où tu as été salarié. Moi, je voulais savoir un peu la transition, est-ce que c'était compliqué? Et surtout, comment tu as fait pour tenir aussi longtemps en n'ayant pas une culture de base d'entrepreneur? Non, après, il n'y a pas vraiment d'école aujourd'hui de l'entrepreneuriat, donc je pense que personne n'a été. Bon, j'ai fait Kedge, donc c'est hyper formateur quand même, on apprend sur pas mal de matières, sur différents sujets. Donc là-dessus, ça m'a permis d'avoir des compétences, mais pas à une époque où je pensais devenir entrepreneur. Donc là-dessus, on va dire que j'ai suivi des cours de compta ou autre, voilà, comme n'importe quel étudiant, mais pas en me disant à un moment où j'allais vraiment les utiliser, en tout cas en tant qu'entrepreneur. Je t'avouerai que même j'ai une carrière de salarié et je ne m'imaginais pas non plus être entrepreneur. Mon père est devenu entrepreneur, je pense, 4-5 ans avant que je le devienne. Okay. Mais ça m'avait pas non plus intéressé que ça. Je suis vraiment arrivé à un moment, en fait, quand j'étais chez Bouygues Telecom, où en fait, j'arrivais pas à trouver des postes de manager sur des zones où je voulais aller, en tout cas où ma femme pouvait suivre, qui était journaliste, et des zones où elle pourrait trouver un emploi. Et à force, voilà, d'animer des distributeurs qui montaient leur entreprise, d'avoir mon père à côté, je me suis dit, bon, là, je suis dans une phase de transition, testons. Voilà, donc j'ai testé en montant une entreprise
en me disant, bah voilà, il n'y a pas de raison que j'y arrive pas. J'ai monté ça dans les télécoms. Bon, ça s'est mal fini entre guillemets parce qu'on s'est séparé avec mon associé et pas forcément de manière voulue. Mais c'est quand ça a commencé à marcher. Et c'est là le plus dur en fait, hein, quand on est associé. Quand ça marche pas, tout le monde tire dans le même sens. Quand on commence à gagner de l'argent, voilà, chacun met moins du sien, on va dire, ou est plus exigeant. Et au final, moi, je me suis rendu compte qu'on n'avait pas les mêmes objectifs. Moi, c'était plutôt de faire du volume. Lui, c'était plutôt de faire du qualitatif. Sauf que pour faire une entreprise, plus facile de faire du volume pour la staffer qu'en faisant que du quali. Voilà. C'était quoi vos rôles tous les deux en termes d'associés? Vous étiez deux, c'est ça? Et du coup, c'était quoi vos rôles Lui s'occupait plus de la partie technique. Voilà, on travaillait à deux la stratégie. Moi, je m'occupais plus de la partie marketing et commercial. Ah, donc c'est toi qui ramenais les clients. C'est ça. Et lui qui s'occupait de la gestion. Voilà. Et lui avait plutôt une habitude d'avoir très peu de clients en fait. Okay. Et de créer de la marge sur les clients. Et moi, je venais du monde des télécoms. Donc, dans le monde des télécoms, on fait plus du volume. Donc voilà, donc quand ça a commencé à fonctionner, on n'était pas forcément d'accord et c'est vrai que quand tu commences à faire du volume, il y a des clients qui tu t'entends moins bien relationnellement et il faut faire fi de tout ça et passer à travers, quoi. Voilà, donc la première boîte, on s'est séparés, voilà, donc moi j'avais créé ça en 2011 et on a arrêté en 2015. Ouais, ça fait 4 ans quand même. Ouais, quand même. Donc après j'ai remonté via une couveuse l'activité sur la partie event et digital pour voir un peu voilà, si ça allait fonctionner ou pas. Vu que ça a fonctionné, donc j'ai créé la structure 6 mois après. Et cette structure-là, après, on a créé une structure dédiée en 2017. Donc ça c'était 2016. On a créé en septembre 2017 une structure dédiée pour la coque. Et j'étais aussi avec un associé et on s'est séparés en 2019, mais là, ayant l'habitude de comment ça se passait, j'ai anticipé en voyant les premiers échos, puis lui il avait racheté une boîte, donc il avait du mal à gérer les deux, et puis il venait pas du monde non plus, il était commode sur la partie. C'était plus complexe pour lui la partie innov et événementiel, et donc j'ai récupéré les parts, et donc là, ma première structure, la deuxième structure, je l'ai intégrée en fait à One Experience pour éviter d'en avoir 10 000. Et donc voilà, donc en gros depuis 2016, là on est en 2024. Mais c'est vrai que c'est très très compliqué parce que il y a des choses que tu maîtrises, d'autres pas. Donc tu apprends beaucoup sur le tas. C'est bien d'échanger avec ses pairs et autres quand tu as des problématiques, avec ton expert comptable, ton avocat. C'est vraiment hyper important de bien choisir. Alors même si c'est pas évident les premières fois, je me suis planté aussi les premières fois sur les avocats et les experts comptables. Surtout que tu sais pas ce que c'est vraiment, donc voilà. Donc voilà, trouver des gens qui te conseillent aussi, à qui tu peux échanger. Voilà, parce qu'on maîtrise pas tout. Ouais. Et du coup, pour s'associer, qu'est-ce qui sont tes qu'on appelle maintenant les red flags, qu'est-ce que tu vois quand ça va pas bien se passer? Déjà, c'est un peu comme dans la vie perso, faut pas aller chercher un associé pour aller chercher un associé, donc faut pas aller chercher une femme parce que tu as envie, parce que tu es seul, quoi. Déjà, c'est pas le bon moment. Tu vas trouver des gens, mais c'est pas forcément les bons. Après, il faut être vraiment conscient de donner les limites, c'est-à-dire savoir ce que chacun va porter, ce qu'il a envie vraiment de savoir où il veut aller. Évidemment, de faire un contrat d'associé, même si on est des amis ou autres, à un moment donné, ça peut clasher pour différentes raisons, de vie perso au-delà de la vie professionnelle, qui peut nous embarquer sur d'autres éléments, ou d'avoir des hommes ou des femmes qui vont influencer l'entrepreneur en disant il prend plus que toi, ou il est plus le leader. Enfin voilà, ça peut générer des problématiques que tu peux pas maîtriser. Donc voilà, un cadre juridique qui permette à chacun de sortir pour différentes raisons. Vraiment avoir des précarés, même si on peut avoir de la transversalité où chacun est responsable. En termes de pourcentage, il faut qu'il y ait quand même quelqu'un qui soit leader. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut que dans l'entreprise, il y ait quelqu'un qui puisse dire merde aux autres, ou si les autres disent merde, de pouvoir piloter l'entreprise et que tu la mettes pas à plat, quoi. Parce que si t'es pas majoritaire, que tout le monde se barre, t'as pas forcément les pouvoirs de racheter, et donc la boîte fonctionne pas. Donc voilà, il faut qu'il y ait au moins quelqu'un qui soit majoritaire. Oui, parce qu'à un moment donné, tu es obligé, dans des cas, de prendre une décision finale, même si c'est pas forcément la meilleure décision, mais c'est la moins pire, on va dire. Et donc, il faut quand même quelqu'un qui soit leader. Ça veut pas dire que dans le quotidien, il ait raison sur tout et qu'il doit prendre les décisions sur tout. Mais à un moment où tu es 2, 3 et tu dois t'entendre,
soit il faut qu'il y ait quelqu'un qui puisse signer la fin de la récré, quoi. Ok. Même si on pourrait durer longtemps, mais à un moment, l'entreprise, elle peut pas durer longtemps à échanger. Donc, elle peut pas se permettre de dépendre des conflits des associés, Ok. qui peuvent arriver sur n'importe quel domaine. Hein. Ouais. Ok, d'accord. Toi, tu vois ça comme ça. Tu vois, par exemple, nous, c'est pas quelque chose qu'on a mis en place. Mm. Nous, on est plutôt sur chacun son secteur. C'est vrai. Et c'est lui qui choisit sur ce secteur-là et c'est lui qui a le dernier mot, tu vois. Avec un échange, évidemment, c'est pas une dictature, hein, mais c'est la personne, on sait la plus. On a de la chance, nous, c'est qu'on sait directement depuis le début qui fait quoi et qui a sa zone de génie et aucun n'intervient sur l'autre. Mais ça, dans la partie opérationnelle, là-dessus, j'ai pas de souci. Mais imaginons, il y en a un qui est sur la boîte prod. Tu as des investissements à faire en caméra et que t'as pas forcément les sous de faire l'investissement juste d'une caméra, mais que tu préfères investir sur tes trois entités. Il faudra bien que quelqu'un prenne cette décision-là. Donc, que tu sois opérationnel, au niveau opérationnel, là-dessus, il n'y a pas de souci. Mais à un moment donné, sur le côté financier ou la prise de décision stratégique globale, il faut quand même que soit dans les pourcentages, soit dans le contrat que vous avez entre associés, des éléments qui vont faire qu'à un moment, il faut faire un choix. Ok, ouais. Et pour faire ce choix, à un moment, il faut qu'il y ait quelqu'un. Ouais, clairement. Parce que, ou sinon, tu le fais au vote. Ouais. Si t'es plus de deux, parce qu'à deux, c'est quoi? Non, oui. On fait un vote. Voilà, tu peux le faire au vote. Ok. Donc après, mais si tu regardes, c'est comme en politique. Hein, il y a la 3e, la 4e, la 5e République. Et des problèmes où c'était trop réparti le pourcentage et donc ça avançait pas. Et aujourd'hui, la 5e, c'est parce qu'elle est moins. Mais celui qui est leader, en tout cas en vote, a un avantage dans les votes qui fait qu'il peut faire passer des choses, alors qu'avant c'était un équilibre de pourcentage. Et selon des moments, si tu bloques ton pays pour des problèmes de bataille interne, c'est pareil dans les associés. Il faut pas qu'à un moment, des petits éléments, même si c'est démocratique, te bloquent l'entreprise en fait. C'est ça qui. Alors ça peut être du pourcentage ou ça peut être dans le contrat d'associé, mais il faut trouver un élément qui permette à un moment de débloquer la situation. Ouais, je vois. C'est rare, mais quand ça arrive. Mais tu vois, tu dis ça, mais tu vois, nous en vrai, on l'a pas verbalisé, on l'a pas écrit, mais on l'a entre nous. On sait que dans cet endroit-là, si un il dit on fait ça et qu'il est sûr de ça, genre on va le suivre. On va essayer d'argumenter pour dire ok, moi j'ai ma vision sur ça, mais comme au final notre vision, on fait en sorte, parce que tu vois, on a un travail qui est hyper important, c'est que presque tous les mois on essaye de raccorder la vision au max. Elle part pas à droite ni à gauche, mais tu vois, c'est toujours se dire ok, est-ce qu'on est toujours d'accord sur la même vision? Ok, on valide. Moi j'ai pensé à ça, on met ça tu vois, on a un truc où on parle beaucoup. Et je sais qu'il y a peu de gens qui le font ça. Ça c'est hyper important, c'est comme dans une relation perso. Hein. Par contre, t'es pas à l'abri, là je sais pas depuis combien de temps vous êtes ensemble, mais vous n'êtes pas à l'abri qu'il y en a un moment qui rencontre quelqu'un et qui traverse le bout du monde, donc même si tu l'as fait à l'oral, à un moment, si t'as rien écrit, voilà, donc même si tu es ami, même si tu fonctionnes bien, rien n'empêche d'avoir un truc écrit qui valide certains éléments et qui surtout, personne n'est à l'abri d'un changement, même à titre personnel, qui ont un impact sur l'entreprise. Et du coup, comment on choisit son bon avocat alors? Je vais dire comptable. Moi, tu vois. Comptable. Comment je choisis Après, il y a des avocats qu'on sait un peu plus dans le monde entrepreneurial, que tu vois dans les événements de networking et autres, que ce soit l'UP, la CPME ou dans d'autres réseaux. Donc c'est d'échanger avec eux, vraiment échanger, comprendre, parce qu'en fait l'avocat, c'est comme l'expert comptable, c'est un peu abscon, on ne sait pas trop quand on lui parle, est-ce qu'il facture pas. Donc voilà, c'est vraiment d'échanger et autres, et c'est pareil qu'un expert comptable. C'est de lui expliquer son activité, lui qui t'explique ce qu'il peut t'apporter et pas juste faire un compte de résultat, un bilan et enregistrer tes factures. Donc c'est en ça, c'est que un avocat et un expert comptable, ça doit être tes partenaires du développement de ton entreprise ou en tout cas de la sécurisation de ton entreprise quand il y a des soucis. Nous, on a fait comme conclusion qu'un expert comptable, pas les avocats, qu'un expert comptable s'occupait de toi, correctement de toi, qu'à partir d'un certain montant. Oui et non. Oui, tu as raison si tu ne représentes pas grand-chose en facture et tout au démarrage. Mais il y a quand même des experts comptables qui ont l'habitude de traiter notamment des petites structures, des startups et qui vont potentiellement grandir. Donc voilà, donc des fois, il vaut mieux aller dans un expert comptable plus humain, plus petit, que dans une grosse machine où toi, au début, en tout cas, tu vas être un lambda, quoi. Et c'est ça dans les discussions que tu dois avoir avec eux, de comprendre
si tu es un lambda ou pas un lambda, il faut comprendre en fait. On ne peut pas maîtriser tout, hein, on n'est pas tous forts en comptabilité. Voilà, mais comprendre les enjeux, ce qu'il faut faire, pas faire, la trésorerie, pas la trésorerie, voilà, tout ça. Donc il faut échanger beaucoup avant de prendre des décisions. Alors tu peux te tromper, prendre un l'un et ressortir. Tu es obligé au moins de faire un premier bilan avec l'un. Mais voilà, c'est hyper important. Moi, je sais que j'étais au début parti dans ma première structure avec un expert comptable qui était là pour accompagner les jeunes structures, qui faisait des ateliers et tout. En fait, je me suis rendu compte que oui, les ateliers, c'était très bien. Mais en fait, quand je suis passé en mode vraiment création, voilà, j'étais un lambda et quand il ne savait pas, au lieu de me poser la question, il mettait dans autre. Donc en fait, je me suis retrouvé sur mon premier exercice qui était 19 mois, au bout de 17 mois, à dire stop. On prend un autre expert comptable et en 2 mois, on a dû faire tout le bilan parce que là, je l'avais fait voir à mon futur associé et qui m'a dit mais je comprends pas ton truc quoi. Il y a plein de trucs en autre. Et eux, ils ne posaient pas de questions. Au prix qu'ils te prenaient. Donc c'est pour ça que souvent je dis à un chef d'entreprise, il vaut mieux payer un peu plus cher son expert comptable et s'assurer qu'il conseille que prendre quelqu'un qui est pas cher et qui va te faire de l'abattage. Il vaut mieux prendre une appli. C'est exactement ce qu'on a fait, l'erreur qu'on a faite. Au début, moi j'étais chez Dougs, tu vois, moi j'aime beaucoup Dougs parce que tu as de la liberté, tu apprends plein de choses avec eux. Et je voulais changer pour un plus local, à côté du bureau, histoire qu'on puisse le voir et tout. Plus humain. Mais pas du tout au final, ça n'a pas du tout marché parce que c'était un dossier 1848 et jamais, en 1 an il m'a pas appelé et du coup tu perds complètement cet accompagnement. Mais ce qui est bien, c'est que nous on a un cabinet d'avocats qui nous suit et eux par contre pour le coup c'est assez extraordinaire parce que ils sont spécialisés dans les startups. Parce que justement eux comme ils sont dans les startups, on sent qu'ils ont ce côté accompagnement. Et du coup tu vois le côté facturation comme tu disais où tu les appelles, est-ce que ça va te facturer, ça le sort complètement de ton champ parce que tu sens qu'ils sont là pour t'aider et ils croient en ton projet. Et j'ai remarqué souvent un truc au début, quand au début ton projet, nous on reste quand même encore on a passé le début, mais on est quand même dans le début, on est dans nos 2 premières années, où tu as besoin, mine de rien, de ce petit truc, dire ouais, je crois en toi. Qui a fait toujours du bien parce que personne ne te le dit au quotidien. C'est plutôt le contraire. Tes clients te tombent dessus, t'as l'URSSAF qui te regarde et ils n'ont pas l'air trop croire en toi parce qu'ils te dirait te mettre des bâtons dans les roues. Tu vois, et du coup, on a retrouvé ça avec nos avocats de se dire ok, elles sont là pour vraiment s'occuper de tout pour nous et dire ok, tout va bien se passer, t'inquiète, c'est normal ce qui t'arrive. Et c'est vrai que du coup, pour l'expert comptable, on recherche ça aussi aujourd'hui. Tu vois. Et c'est hyper important. Les deux sont vraiment hyper importants. Tu peux pas fonctionner sans. Donc ils n'hésitent pas même à demander à tes avocats parce qu'ils connaissent sûrement des experts comptables et qui y bossent parce qu'il y a souvent des synergies entre les deux et qui sont, on va dire, aussi humains que ton cabinet d'avocats, quoi. Mais c'est hyper important, clairement, quand tu peux pas discuter, échanger, tu maîtrises pas tout. Hein. C'est ça, ouais. Et puis il y a des trucs que tu comprends pas. Hein. Donc des choses, des fois, tu les comprends pas, c'est pas grave, mais des gens qui vont te les décrypter et toi, comprends les enjeux, les critères. On n'est pas tous des stars, on ne peut pas tous recruter des experts comptables parce que c'est pas rentable pour ta boîte. Mais voilà, mais vraiment s'entourer, quoi. Moi j'ai une question pour clôturer l'avant-dernière partie. C'est quoi l'élément à ne surtout pas négliger pour avoir de la longévité? Si on a un élément à pointer, lequel ce serait? Toujours croire en toi. C'est vrai. Et en tes équipes, même si tes équipes font pas forcément rester tout le temps. C'est fini, les gens qui restent 10 ans, 15 ans. Donc toujours croire en toi, même si on te dit que... Tu penses que c'est fini, même dans les petites boîtes qui se structurent avec des gens? Moi j'ai une collaboratrice qui est restée presque 5 ans, hein, donc ce qui est déjà pas mal. Ah, 5 ans, c'est beaucoup? Ouais. Ouais, non, c'est pas... en fait, la vie, elle bouge beaucoup. Hein. Et puis après, nous, on est sur une structure de coûts qui fait qu'on est plus sur des jeunes, en fait. On peut pas trop se permettre d'avoir des gens très matures parce que ça change tout le paradigme de l'écosystème économique. Ce qu'on essaye de faire en développement des grands événements aussi extérieurs et de l'accompagnement. Donc là, on est en train d'essayer de staffer un peu plus, mais en tout cas sur des gens un peu plus matures. Mais clairement, c'est pas forcément évident. Il y a peu de structures où tu restes hyper longtemps maintenant. En tout cas, dans les nouveaux domaines, ça existe toujours. Mais voilà, c'est pas évident. Donc se dire, mais c'est comme dans la vie, rien n'est éternel. Il faut donner le maximum, tout faire, mais te dire que si ça doit casser, à un moment, tu es sûrement responsable en partie, ça c'est clair. La personne en face aussi. Mais faut essayer de passer à autre chose, comprendre.
fait, tu comprends mieux dans la défaite en général que dans la victoire. Donc c'est comprendre ce qui n'a pas fonctionné pour les corriger, être beaucoup dans l'agilité, te remettre en question et tout. Voilà, tu sais que tu as des défauts et qu'il faut essayer de les corriger au max, même dans une entreprise. Il y a des défauts que tu as, que tu retrouves. Hein, tu n'es pas différent du perso. Donc c'est par rapport à ça, c'est comment tu le couvres, comment tu l'améliores ou comment tu mets quelqu'un sur des trucs où toi, tu sais que tu vas être moins bon. Mais c'est toujours croire au projet, beaucoup être dans l'agilité, bouger les choses, tester, retester. Je pense que c'est dû à la nouvelle génération, puisque moi, toute ma famille sont restés tout le temps dans la même boîte. Ouais. Et je pense que toi aussi, ta famille aussi. Un peu moins. Un peu moins. Un peu moins. Donc moi, je veux... Ouais, mais c'est vrai que dans les anciens temps, les gens bougeaient peu. Aujourd'hui, ça bouge énormément, quoi. Pour différentes raisons, le côté engagement, le côté conditions salariales, respect, envie d'évoluer, et puis les gens bougent plus aussi. Hein. Ils restent moins dans leur village ou dans leur ville toute leur vie, quoi. Donc pour différentes raisons, il faut que toi, dans ton entreprise, tu arrives à créer on va dire des process, un cadre qui font que même si les gens changent, ce que en tout cas les valeurs que tu incarnes, tu arrives à faire qu'elles continuent. Moi, je vois, on a eu beaucoup de changements en 2022 avec la sortie du Covid, des gens qui étaient là depuis 5 ans, 3 ans et autres. Et on a toujours réussi à garder cette convivialité et ce côté professionnel malgré le changement des équipes, quoi. Et ça, c'est peut-être quelque chose où je suis hyper content parce qu'en fait, on a essayé de le travailler, mais on ne savait pas si ça allait fonctionner et on a réussi à le garder, à faire que les équipes, même les nouvelles, elles-mêmes gardent ce côté convivial, enjoué, engagé, et tout en restant pro. Mais voilà. Donc, Mais du coup, comment tu as réussi à cultiver cette culture? En fait, je pense que c'est du mimétisme. Ok. Du quoi? Du mimétisme. Ok. C'est-à-dire que, en fait, moi, j'essaie toujours d'expliquer dans ce côté convivial, enjoué et autres. Et je le fais avec les clients et donc avec les collaborateurs qui sont juste à côté aussi. Clairement, ils essaient de faire pareil, ils te recopient en fait. Donc en fait, c'est plus comme ça, je pense, en transmettant et en faisant qu'on a conservé cet aspect-là en fait. Alors après, aussi dans le recrutement des gens, on se rend compte que on a des gens qui sont peut-être plus qu'on recherche aussi, mais bon, c'est très difficile dans un entretien de dire t'es super convivial, t'es super pro, même s'ils peuvent te dire oui, tu le constates que sur le terrain, quoi. Tu vois, ça c'est un enjeu clé là chez nous qui vont staffer de plus en plus, une boîte de service, donc c'est l'humain qui prime surtout. Et notamment au début on a foiré forcément le premier recrutement chez les foires. Ouais. Chez les foires, et pourtant les personnes avec qui on a bossé, on a vraiment kiffé, mais ça ne matchait pas en termes de. Et on a remarqué que c'était aujourd'hui, c'est peut-être dans un an ça changera, mais un thème le plus important nous c'est l'implication. C'est presque tout se joue autour de ça, parce que pareil, nous on ne peut pas se permettre d'avoir des profils seniors parce qu'économiquement c'est pas rentable et ça peut faire que plonger la structure. Et du coup, c'est des profils hyper juniors en alternance, en stage, et du coup, il faut les former. Et on a remarqué un élément, maintenant, notamment grâce aux avocates avec qui on a beaucoup bossé dessus, c'est l'implication. Donc, est-ce que toi, tu as un élément particulier sur lequel tu as basé ton recrutement en disant, OK, c'est ça que j'observe, et dans ma période d'essai, c'est ça que j'observe, et après, tout le reste, on s'en fout, entre guillemets. Oui, après, moi, je cherche toujours des gens qui sont un peu multitâches et autres, qui aiment plein de choses différentes, qui s'engagent associativement ou dans le sport ou autre, avec qui tu parles un peu de nos engagements, de ce qu'on fait, de ce qu'on fait pas. Et oui, après tu peux te rater, hein, parce que les gens te disent oui ou disent je fais certaines choses et puis dans la réalité du terrain, ils ont plus de mal. Mais oui, j'essaye, pas forcément dans le cadre que de leur métier, finalement de voir comment ils sont en fait. Ok, parce que ça t'aide à définir quoi quand ils sont engagés associativement, quand ils font des... Oui, ça te donne un peu comment ils travaillent, on va dire, ou comment ils sont naturellement en fait. Et puis après, on fait un petit test de personnalité pour comprendre un peu leur profil. Ok, d'accord. Pendant l'entretien? Non, on le fait après. Après, ok. On voit les éléments parce qu'il faut un petit peu de temps pour y répondre. Et selon les profils et autres, on voit un peu comment ils sont. Aussi, si ça correspond à ce qu'on a ressenti aussi en entretien. Nous, notre dernière question, c'est est-ce que c'est un fantasme pour toi le leadership? Parce que nous, on a une théorie comme quoi il n'y a pas vraiment de leadership naturel, il n'y a pas vraiment de personnes qui arrivent à avoir une aura naturellement. En fait, chacun est différent. Tu peux être leader technique, tu peux être leader au niveau com ou en tout cas leader
de l'équipe et autres. Pour moi, aussi, il y a un côté quand même hyper naturel dans le sens où tu l'es ou tu l'es pas. Tu peux être leader technique même si tu n'es pas un leader dans un groupe, parce que par rapport à tes compétences, tu arrives à donner et puis tu arrives à créer les relations qui vont bien et la bienveillance. Après, ça peut se travailler un petit peu, mais pour moi, il y a un côté quand même hyper naturel. Si tu le vois, quand tu étais au collège ou au lycée, tu avais des profs qui t'écoutaient, même sur des matières qui n'étaient pas forcément des matières que tu aimais. Et ça, voilà, ça, c'est des choses que tu as un peu naturellement. Après, tu peux apprendre à donner envie et tout. Être leader, c'est donner l'exemple, donner des cadres et autres. C'est pas forcément être le joyeux luron ou que tout le monde suit n'importe où. Mais après, c'est tellement vaste ce sujet, enfin, cet élément, le leadership, que. So, toi, tu définirais comment un peu comme en termes de leader? Est-ce que tu te définis déjà comme leader? Est-ce que tu as un... Moi, je suis pas forcément quelqu'un qui a toujours voulu être en première ligne, donc j'aime bien des fois être plutôt juste derrière pour faire les choses. Je suis quelqu'un voilà, dans l'action. Okay. Après, ça me dérange pas maintenant de passer en première ligne. Okay. J'avoue que voilà, même à l'école de commerce, je me suis révélé à l'école de commerce, c'est-à-dire que j'aimais pas les présentations. Maintenant, j'enseigne du pitch, tout ça. Voilà, c'est pas des choses que j'étais plutôt timide. Mais en fait, c'est juste qu'à un moment, il faut aussi passer dans ton step personnellement de te respecter et de savoir tes côtés positifs et négatifs. Et de te dire que les gens, ils peuvent te critiquer ou autre parce que tu leur plais pas pour différentes raisons. Mais il faut pas remettre tout en cause. C'est-à-dire que quand on est plus jeune, on veut plaire à tout le monde, quitte à s'adapter en face. Alors pas qu'il faut pas s'adapter, mais à un moment donné, tu es comme tu es. Tu peux évoluer, mais tu peux pas changer. Donc voilà, il faut essayer de s'adapter à chaque cadre et proposer des choses, quoi. Tu vois, ça c'est un de nos enseignements de cette année, de comprendre, parce qu'on est encore hyper jeune dans ce qu'on fait, mais on commence à comprendre qui on est en fait, qui on est et que en fait on a compris surtout moi qui est vachement clivant comme personne, au quotidien en fait c'est soit tu l'adores soit tu le détestes et du coup on a capitalisé autour de ça, de se dire en fait on va arrêter de se travestir et de plaire à tout le monde et vraiment être dans les gens qui peuvent vraiment matcher. Et on a remarqué quelque chose qui est hyper fondamental, c'est que du moment que tu commences à être dans notre prisme et dans notre façon de penser, ça marche super bien, mais c'est peut-être x100 à une personne que tu essaies un peu d'adapter de partout. Oui, non, là-dessus. Après, il faut travailler un peu sur certains aspects parce que des fois, on peut être abrupt dans les échanges et autres. Enfin, moi, je vois, c'était dans les télécoms informatiques, j'avais beaucoup d'hommes, c'était beaucoup plus direct dans la façon de donner des ordres, on va dire. Là, j'ai plus de femmes, donc il faut plus expliquer les choses. Mais maintenant que j'ai des hommes ou des femmes, ça devient naturel, j'explique plus les choses. Okay. Donc voilà, tu t'évolues aussi sur certains aspects, mais tu peux pas changer totalement. Donc à un moment donné, voilà, c'est clair qu'il faut expliquer ta façon de fonctionner. Toi, il faut un peu gommer les côtés abrupts, mais tu pourras pas changer entièrement. Clairement. Tu vois, il y a un truc qui m'a vachement aidé sur ça. C'est à côté, on est coach de basket aussi. On l'a un peu mis en pause ces derniers temps parce qu'on n'a plus trop de temps, mais moi, j'ai appris à verbaliser ce que je voulais parce qu'au début, en fait, il y a 3 ans, on avait recruté quelqu'un au tout début parce qu'on pensait que c'était hyper simple. Ouais. Tu sais, il y avait des alternants qui coûtaient 20 balles par mois au final. Ce job parfait, c'est l'aubaine. Nickel. Mais ça a été une catastrophe. Un super jeune, hein, franchement, on va le remercier, Gildas, qui était génial, mais on n'était pas prêt pour le recevoir. C'est-à-dire que je disais, en plus, ce côté commercial, le truc le plus dur quand tu démarres, il avait 18 ans, je dis, vas-y, trouve-moi des clients. Je sais pas, moi je fais comme ça. et en même temps, j'ai appris à coacher. Du coup, je me suis rendu compte à quel point c'était important de verbaliser, prendre le temps. Après, j'ai coaché des jeunes de 17-18 ans qui sont basketteurs, centre de formation, garçons. Donc, c'est toute une façon aussi de leur parler. C'est beaucoup plus dans limite le militaire qu'autre chose. Et ce qui a été un enjeu majeur quand nous on a commencé à recruter aussi pas mal de profils féminins, parce que dans la com, c'est souvent où il y a le plus. Et nous, ça nous permettait de compléter l'équipe parce qu'on est masculin de base et un peu équilibrer ces forces-là. Et c'est un des enjeux qu'on a tous les jours, c'est savoir bien verbaliser et savoir faire passer une information sans être dans, j'allais dire l'agressivité, mais sans être trop dans la fais ça et tais-toi. Oui, non, mais ça, et puis il y a aussi le fait que ce que tu dis, ça soit compris de l'autre côté, parce qu'en fait, tu as des façons de t'exprimer que les gens comprennent pour certains le premier coup et d'autres pas. Et des fois, ils n'osent pas des fois poser des questions. Et donc, en fait, tu te rends compte après que derrière, ça n'a rien à voir de ce que tu as dit. Donc c'est vrai que tu apprends certaines choses, oui, au fur et à mesure du temps, ce qui est normal. Tout le monde peut pas évoluer, hein, mais en tout cas, si tu arrives à évoluer là-dessus, c'est hyper important parce que faut synchroniser les cerveaux entre guillemets pour que ça fonctionne bien, quoi.
Ok. Pour conclure, c'est quoi la suite? Sachant que il y a les IA, il y a les SaaS, il y a tout ce qui s'ensuit et surtout en termes de vidéo, il y a peut-être Sora qui va arriver très bientôt. Je sais pas si tu as entendu parler. Alors, il y en a plein des outils. Enfin, je pense que le texte ou vidéo, c'est peut-être celui qui va plus progresser. Là, l'image, on voit qu'il y a une petite phase de stabilisation là, sur les 6 derniers mois. C'est beaucoup augmenté. Moi, en fait, je pense que l'IA, c'est la première techno qui va nous permettre vraiment de mieux gérer notre temps. C'est-à-dire que jusqu'à maintenant, moi, j'ai développé, vendu des technos, on va dire, si tu prends les emails, le smartphone, en fait, oui, on est plus productif, sauf qu'on travaille tôt le matin, tard le soir, le week-end, on lit ses mails n'importe quand. Donc en fait, ça t'a fait gagner du temps, oui et non, mais ça te fait travailler plus. Okay. L'IA, pour moi, c'est un vrai collaborateur, ou des collaborateurs qui te permettent de produire plus vite, mais tout en lui donnant un cadre, en fait, comme un collaborateur classique. Et donc, ça va te permettre de concentrer sur de la valeur ajoutée où toi, tu vas apporter vraiment quelque chose que l'IA ne peut pas apporter. Il faut juste se dire que l'humain n'est pas quelqu'un qui fait du mode industriel. Il est là pour apporter de la valeur ajoutée, de la synthèse, avec des éléments, prendre des décisions. L'IA ne va pas prendre des décisions, elle va être bonne en calcul, oui, elle va être bonne pour générer des éléments, mais après, il va falloir la recadrer et autres. Alors, sur la vidéo, il y a des trucs ouf qui sont en train d'arriver, ça c'est sûr. Mais aujourd'hui, quels que soient les créas, qui est vraiment créa pur? Dans tous les gens qui travaillent dans la com et qui bidouillaient pas déjà à l'époque, mais qui te le vendaient comme créa. Je pense que voilà, aujourd'hui, ça va permettre à certains qui sont pas des créas purs, mais qui sont bons en stratégie, qui sont bons en orientation, à comprendre le client, à peut-être proposer des meilleurs services que des full designers qui étaient au top, mais qui n'écoutaient pas forcément non plus. Donc, mais ça ne veut pas dire que tu n'auras plus besoin d'un créa, parce que tu peux rajouter de la valeur ajoutée sur tes éléments, hein. Prendre des bouts, de les réassembler, notamment en vidéo. Mais voilà, mais ça va être des outils qui vont me permettre, comme avoir des collaborateurs, ce ne sera pas pour les remplacer, mais en tout cas les concentrer sur de la valeur ajoutée, plutôt que sur de la production où on va dire, t'apportes pas beaucoup, enfin tu passes beaucoup de temps pour produire des petits éléments. Nous on a fait l'autre fois un team building gamifié sur l'IA générative avec le service com de PACA de la Poste. Okay. Ils étaient tous un peu restreints en disant on va être remplacés, ils sont une vingtaine, on les a séparés en 3 groupes et ils avaient 2 heures pour produire 2 images, un texte de 600 mots et une vidéo. Mais on leur a dit vous produisez avec une IA, mais nous ce qu'on veut voir c'est ce que vous avez produit avec l'IA, ce que vous avez modifié, est-ce que ça vous a apporté. Et en fait ils se sont rendus compte qu'en 2 à 3 heures ils ont produit ce qu'ils auraient dû produire normalement en 1 semaine. Donc il n'y a pas photo en fait. Il n'y a pas photo. Donc maintenant, c'est comment on intègre tout ça dans les entreprises, comment ça va s'intégrer. Les outils, parler d'un, mais il y en a des tonnes qui arrivent et il y en a des tonnes qui vont encore arriver et d'autres qui vont disparaître. Heureusement, c'est des outils que tu peux prendre au mois. Tu n'es pas obligé de t'engager pendant 3 ans, quoi. Donc ça, c'est aussi hyper intéressant. Donc on va dire qu'on est là dans l'IA générative. Il y a toujours l'algorithmique qu'on a un peu oublié en ce moment, dont on ne parle plus. Et surtout, c'est que l'IA générative va devenir interactive. Et là, lui-même va nous envoyer des éléments et nous, on devra y répondre. Donc, je pense que c'est hyper intéressant ce qui arrive. Maintenant, voilà, c'est comment le maîtriser, comment l'intégrer, parce que c'est vraiment très exponentiel. Donc, pour changer le mode de fonctionnement de ton entreprise avec de l'IA qui bouge tous les mois ou toutes les semaines, c'est chaud quand même. Tu utilises ChatGPT? Excuse-moi, tu veux dire? Ouais, j'allais juste on pose la question après. J'allais rebondir ça, tu vois, nous on a vachement misé sur ça. Après on a de la chance qu'on peut vachement bouger parce qu'on n'est pas une entreprise avec genre 500 salariés où là tu peux pas te permettre, mais c'est vrai que nous c'est un enjeu hyper compliqué parce que ça change tout le temps. Tu vois par exemple GPT en ce moment il nous dit qu'il peut pas faire. C'est sa phrase. Il nous dit tu peux pas faire. Je ne peux pas faire et tu dis si tu peux il fait. Pardon, je le fais. Et du coup c'est vrai que à des moments ça nous arrivait qu'on a baissé de productivité peut-être 50% sur une semaine parce qu'il y a une mise à jour qui nous a complètement chamboulé. Et du coup j'imagine toi, comment tu l'as intégré? Est-ce que tu as intégré ça dans tes modèles? Aujourd'hui, je ne l'ai pas intégré de manière automatique. En fait, on s'en sert pour générer un peu de contenu, image ou texte qui nous fait gagner du temps. Je n'ai pas encore automatisé des choses.
parce que aujourd'hui c'est trop compliqué. Moi je suis plus dans la réflexion de comment te dire. Aujourd'hui tu vois j'ai un CRM, ERP tout intégré, donc ça me fait gagner du temps parce que j'ai une base de données centralisée, mais au final il y a des avantages et des inconvénients, mais d'avoir une base de données centralisée c'est un véritable avantage. Mais là je suis en train de me poser la question à reséparer les outils. En prenant des outils performants et en prenant des synchronisations. Mais voilà, tout ça, c'est compliqué parce que ça bouge vite. Et donc, prendre une décision à l'instant T, un mois après, tu es peut-être obligé de la changer. Donc, aujourd'hui, je suis en train de regarder comment ça se stabilise. Pas pour te dire que c'est forcément l'outil qui va bien, mais peut-être trouver un socle qui te permet de bouger d'outil à un moment donné s'il faut bouger d'outil. Voilà. Mais oui, on l'utilise, mais aujourd'hui, pas de manière automatique, de manière manuelle. Et j'ai une question un peu pour voir ta pensée sur l'avenir. Quelles sont les personnes qui vont être le plus, oh j'ai trop plus mon mot. Quelles sont les personnes vraiment qui vont le plus bénéficier de l'IA? J'appuie ma question, c'est parce que beaucoup de gens ont peur de se faire remplacer. Et parce que moi je pense beaucoup que c'est les créatifs qui vont être ou ceux qui ne savent pas. Par exemple, moi je sais pas dessiner, mais j'ai des bonnes idées. J'ai faut faire ça. Toi, est-ce que tu penses c'est qui va gagner en fait grâce à l'IA? Qui va gagner le plus? Quel type de personne? C'est ceux qui verront pas le verre à moitié vide, mais le verre à moitié plein. C'est-à-dire ceux qui auront compris qu'ils peuvent faire plus et mieux. Et qui vont utiliser ces outils-là sur, toi, tu sais pas dessiner, ça va te permettre de pouvoir potentiellement transposer à un graphiste si vraiment c'est un truc qu'un graphiste peut faire. Après, voilà, c'est tous ceux qui sont un peu bidouilleurs au milieu, mais qui n'ont pas vraiment de valeur ajoutée, en tout cas sur le côté créatif, si on parle de côté créatif. Oui, il va falloir se poser une question de, peut-être qu'ils vont plus manager des IA pour créer, que rester en disant je suis graphiste alors que réellement ils utilisent du Canva et des banques de données. Voilà, donc c'est plus ça le mode de réflexion, je pense. Nickel. Merci beaucoup. Où est-ce qu'on peut te retrouver? Comment? Souvent à la Coque à Marseille ou au Carrefour de l'Innovation Aix ou des fois aux extérieurs dans les événements entrepreneuriaux. Donc voilà, et puis sur les réseaux. Oui, moi je suis sur LinkedIn, Twitter, Facebook et Insta. Comme tu as dit, c'est partout, on te vote partout. Non, pas partout. Écoute Vincent, merci beaucoup, c'était un grand plaisir. Est-ce que tu as un mot à rajouter, quelque chose qu'on n'a pas raconté que tu aimerais partager? Non, pour ceux qui ont envie de s'engager, n'ayez pas peur, tout le monde peut y arriver. Vous allez vous casser la gueule plusieurs fois, c'est pas grave, c'est dans la défaite qu'on apprend. Et puis c'est comme ça, c'est la vie. La vie est pas rectiligne. Donc soyez acteur de votre vie. Parfait. Sur ces beaux mots, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de commenter, de nous ajouter sur LinkedIn, d'ajouter Vincent sur LinkedIn. Et vous allez liker de partout pour donner de la force. Et abonnez-vous aussi, s'il vous plaît. Allez, merci. Ciao, ciao.